Même quand on croit qu'on est au fin fond du trou et que tout le monde nous déteste et qu'on est seul et qu'avec nos parents ça va pas, et bien il y a un jour où ça va. Et le jour où ça va, tu t'en rends même pas compte qu'en fait ça va mieux. Faut essayer de se dire que les choses elles avancent, que la situation, même si des fois tu peux rien y faire, elle finira par passer. J'ai envie de dire qu'au final tout passe. Hello, c'est Laure, bienvenue dans Le Passage. Je suis médecin généraliste, créatrice du média Le Cœur Net sur les réseaux et en format newsletter. Dans cet épisode, j'avais besoin de comprendre ce qui a fait de Lou Pernaut une jeune femme qui a choisi de prendre la parole publiquement sur la thématique du harcèlement. Pas seulement pour raconter, mais aussi pour sensibiliser, alerter, transmettre. Lou intervient dans des contextes éducatifs, notamment avec l'association e-enfance. Elle soutient des initiatives qui visent à améliorer la sécurité en ligne et elle accepte de mettre des mots sur des réalités que vivent beaucoup de jeunes, souvent en silence. Ces mots font du bien aux autres, mais son parcours ne s'est pas construit dans un contexte neutre. Grandir avec un père présentateur emblématique, connu de tous les Français, et une mère Miss France, c'est une exposition particulière, surtout à l'adolescence. C'est ni un privilège simple, ni un détail anodin, ça façonne forcément le regard des autres et les préjugés parfois. Mais pour comprendre ce que ça a déplacé, ce que ça a transformé, il faut surtout écouter les mots de Lou. Et moi, j'apprécie vraiment la manière qu'elle a de s'engager sans se définir uniquement par ses racines ou ce qu'elle a traversé. Alors je vous propose qu'on accueille ensemble Lou Pernaut. Je vous dis bonne écoute. Hello Lou. Coucou. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, c'est moi, je te remercie. Alors dis-moi, quelle était la chanson de ton adolescence ? Waouh, il y en a eu plein. J'écoute beaucoup de musique des années 80, c'est très grave. C'est pas grave. Non, mes goûts musicaux, ça passe vraiment du rap, genre Nekfeu, tu vois, jusqu'à tous les Indochine, tout ce que tu veux. Donc vraiment, j'ai une belle panoplie. Je pourrais pas te choisir un son en particulier. Peut-être Double Jeu de Christophe Willem, parce que ma mère le mettait beaucoup dans ma voiture quand elle nous emmenait à l'école. Après, voilà, c'est bon. Ça doit être ça. La chanson Double Jeu, alors. Oui. Et comment elle était, la Lou ado, la Lou collégienne, lycéenne ? Là, je me suis calmée quand même. J'étais très... Fonceuse. En fait, non, j'ai un gros caractère. Et en fait, ce qui est très bizarre, parce que j'ai pas du tout été éduquée en me donnant tout ce que je voulais quand j'étais petite. Mais dès que qu'on me disait non, déjà, je supportais pas le non. C'est-à-dire que c'était un enfer. Donc, à l'école, c'était catastrophique. Parce que quand on me criait dessus, moi, je criais dessus parce que je partais du concept qu'en fait, si on me parle mal, moi, je vais parler mal et tout, mais pas du tout. Et mes parents, je me faisais déglinguer en mode, ça va pas te parler comme ça aux gens. J'étais un peu, j'ai un trop gros caractère, je crois. C'est vrai ? Ouais. T'es affirmée ? Ouais, là, ça va mieux quand même. Je me suis calmée, j'accepte les critiques, je sais que c'est fait pour grandir, pour évoluer, etc. Mais quand j'étais petite, pas du tout. On peut dire aujourd'hui que t'es sortie de l'adolescence ? Oui, Dieu merci, ça va, j'ai 23 ans. On peut dire que donc tu t'es affirmée, mais finalement, aujourd'hui, ça va mieux. Oui, okay. Carrément mieux. Heureusement. Mais c'est vrai que tu m'as envoyé une photo de toi au collège ? Ouais, j'étais petite, je devais avoir 12 ans. 12 ans. Pébounette. T'étais une jeune fille plutôt heureuse à l'âge-là ? Ouais, ça allait. Qu'est-ce que j'étais où à 12 ans ? J'étais au début collège, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça allait. Moi, après, j'ai commencé à être très compliquée en 4e. Vraiment trop relou en 4e, mais avant, ça allait. C'est juste que mes notes baissaient, je comprenais pas pourquoi. Parce qu'avant, j'étais tout le temps la meilleure de ma classe, j'avais 19,8. Et en fait, au collège, ça change. Et en 4e, ça change. Et ça peut dégringoler, effectivement. Exactement. Donc toi, c'est vrai que tu as eu cette adolescence sous, on peut dire, un regard constant aussi sociétal. Tu as tes parents quand même qui ont une renommée. Oui. Voilà, un papa qui est adulé parce qu'il présente les JT, que c'est vrai, on connaît comme ça ton papa. Oui, mon petit papa. Il est il est apprécié. Oui, c'est ça. Ta maman aussi qui était Miss France. Bon, je sais pas si on dit on est toujours Miss, si on reste Miss, je sais pas. J'imagine. Elle a été. Il l'est toujours. Et voilà, qui a une personnalité. Toi, tu l'as vécu comment quand tu étais toute petite et puis après à l'adolescence ? Bon, alors, vis-à-vis de la France entière, je pouvais sortir dans la rue sans qu'on me reconnaisse parce que mes parents, ils voulaient pas du tout qu'il y ait des photos, etc. de nous. Ils nous protégeaient beaucoup. Par exemple, quand on allait à Disney, ils interdisaient les gens de prendre des photos avec nous, mais les gens prenaient des photos avec mes parents. Mais nous, on était mineurs et tout. On était hyper protégés. Donc ça allait. Vis-à-vis des gens, j'ai grandi dans le 78 et tout, dans une bonne école quand même qui était privée. Donc en vrai, les gens à côté de moi, leurs parents faisaient tous des trucs très stylés. C'était pas forcément des gens, un truc médiatisé. Ouais.
En fait, voilà, il y a plein de personnes qui n'étaient pas forcément impressionnées par... Enfin, on s'en fout. Enfin, voilà, juste mon père, il passe à la télé, mais il a un métier comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens ont des métiers. Donc ça allait, mais après, oui, t'en as toujours 3-4 qui sont un peu aigris. Plus les professeurs qui sont un peu aigris, qui sont un peu... Après, je suis relou. J'entends, j'étais relou, tu vois. Mais il y a des personnes, oui, qui te jugent beaucoup. J'ai eu une prof d'histoire, quand même, qui m'a quand même sorti. Je te donne pas de copie. Elle me donnait pas de copie. Je dis, excusez-moi, j'ai pas de feuille. Tout le monde commence à contrôler. Ouais, c'est pas parce que vous êtes la fille de Jean-Pierre Pernaut que vous êtes le nombril du monde. D'accord. Ah, zut. Ça n'a rien à voir. Et tu penses qu'il y avait des préjugés? Ouais, je pense. Bah après, il y en a qui disaient, ouais, ta mère, elle est très jolie, donc faut que tu sois très jolie, et t'es une princesse, parce que ta mère, c'est une princesse, tu vois. Et t'as une grande gueule, parce que ton père a une grande gueule, donc en fait, les gens, bah, ouais. Après, c'est vrai que j'ai une grande gueule, et que ma maman est une princesse, c'est vrai, je veux pas... Ouais, mais quand on t'a dit ça, qu'est-ce que t'as ressenti? C'est quand même un moment, l'adolescence, où on se construit. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Qu'est-ce que ça a fait chez toi comme émotion aussi? Je pense que en vrai, j'ai toujours eu une énorme carapace de malade. D'accord? Je ne pleurerai jamais. Et en fait, je me disais que il y en a qui m'aimaient pas parce que j'étais la fille d'eux et je l'entends. Il y en a qui m'aimaient pas parce que j'étais juste Lou et qu'il y a des gens qui ont le droit de pas t'aimer dans la vie. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de moments où j'ai confondu les deux et où, je sais pas, tu vois, il y a des gens qui m'aimaient pas parce qu'ils avaient des préjugés sur moi mais qui apprenaient pas forcément à me connaître. Et je me disais, en fait, ils prennent même pas le temps de me connaître. Donc là, ça me rend triste, tu vois. Après, quand je suis relou, tu vois. Ouais, mais finalement, je te rejoins. C'est plus acceptable de ne pas être Exactement. aimé ou apprécié que quand on nous connaît, quand on sait qui on est. Exactement. Bah, on peut pas aimer tout le monde. Ouais. C'est totalement injuste finalement d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un du fait de ses parents ou peu importe. On a le droit de pas aimer les gens, hein, mais il faut juste respecter tout le monde. Et puis voilà. Et qu'est-ce que ça a changé dans tes amitiés ou aussi des attitudes des autres envers toi? Personnellement, je me suis toujours plutôt bien sortie. Enfin, en tout cas, quand j'étais ado. Quand j'étais petite, en vrai, j'étais plutôt bien entourée. J'ai eu un copain pendant longtemps qui m'a quand même pas mal protégée. Il m'a mis, tu vois, il m'a protégée de plein de gens. J'étais beaucoup avec lui, tu vois, plutôt que d'être avec des gens qui étaient pas très sympas avec moi, tu vois. Et en vrai de vrai, bah, je m'en suis plutôt bien sortie au niveau des copains. En fait, je sais pas, je crois que j'ai un radar à personne qui calcule par intérêt. Et du coup, il y en avait, mais il y en avait pas beaucoup. Surtout que je suis pas plus intéressante que quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, je pense qu'il le comprenait vite parce que je m'en foutais. Tu vois, en fait, j'avais une phrase et je le répétais tout le temps. Et je le répète toujours aujourd'hui. Et dès que les gens me parlaient de mon père, je dis, ça va, il fait caca comme vous le matin, genre. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai, ça casse le mythe. Mais en fait, c'est bon, tu vois. Oui, c'est un humain normal. Le matin, il se lève, tu vois, comme tout le monde, il va travailler, rentre le soir, tu vois. Et qu'est-ce que t'aurais aimé que les adultes comprennent? Tu disais peut-être que tes parents, finalement, ils t'ont enseigné aussi le fait d'avoir un radar, une carapace. J'imagine que ça vient un petit peu de ton éducation. Mais par contre, qu'est-ce que les autres parents devraient enseigner à leurs jeunes par rapport à ce que tu as vécu? Qu'il faut pas s'arrêter à l'image des gens, pas forcément l'image publique, médiatisée, etc., mais rien que l'image, en fait, parce que il y a des réputations sur tout le monde, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que les parents, des fois, ils entendent les histoires, ils font, ah ouais, mais elle... Et en fait, carrément, même les parents, je trouve qu'ils mettent des étiquettes sur les copains, en disant, mais lui, son père, il fait ci, donc, gna gna gna. Tu vois, par exemple, lui, c'est le boucher du coin. Un jour, il a mal parlé à Michel, et du coup, on n'aime pas l'enfant du boulanger, tu vois. Et dans plein de cas, c'est comme ça. Et je trouve que les parents, aujourd'hui, c'est leur rôle, tu vois, de dire, mais ouvre-toi à cette personne qui est seule, ouvre-toi à cette personne qui est différente de tout le monde, apprends à la connaître, parce que peut-être que ça va être une super découverte, et peut-être que la personne en face ne voudra pas parler, mais tant pis, tu vois, au moins, t'auras essayé. Et voilà, apprendre que chacun est différent, et chacun a des... Et arrêter de mettre des étiquettes sur les copains de vos enfants. Ouais, les étiquettes, les réputations. Carrément. Je pense que les ados qui sont en construction, ils peuvent aussi se faire un avis vraiment. Carrément. On sait aussi que c'est des âges où on est assez influençable, et le problème aussi, c'est d'avoir un ami qui a un avis. Ouais, c'est vrai, carrément. Et je pense vraiment qu'il y a ce truc de, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Et de quoi tu as envie? C'est ça. Parce que il y a plein d'exemples que je pourrais donner, mais par exemple, si t'as une fille qui a des rapports avec des garçons très tôt, tu vois, et la maman, je sais pas qui est au courant, la maman va dire, mais traîne pas avec elle, et du coup, tous les parents vont dire, mais faut pas traîner avec cette petite-là, tu vois. Et ça va faire un truc de groupe où la petite, elle va se retrouver toute seule, parce que les parents, ils sont derrière à donner eux-mêmes des étiquettes aux enfants. Et les enfants, ils répètent tout ce que font leurs parents, de toute façon. Pour la plupart du temps. Est-ce que toi, tu as eu un moment au collège, lycée où tu t'es dit, ça, c'est pas supportable? En fait, ma famille était tellement chill par rapport à tout ça, qu'en fait, que quand je rentrais à la maison, j'avais pas le choix que d'être tranquille par rapport à ce sujet-là. On n'en parlait pas beaucoup. Et en fait, j'avais la chance que mes parents me disent, en fait, remets tes pieds sur terre, tout va bien.
Après, c'est peut-être dédramatiser la chose quand des fois il y avait des gens qui étaient pas très cool avec moi, que ça parlait sur moi, que ça me mettait à l'écart, que ça m'invitait nulle part et que je mangeais toute seule. Et du coup, quand j'étais à la maison, on rigolait, tout allait bien. Donc c'est quelque part quelque chose de positif. Mais après, je cherchais pas non plus à comprendre ce qui allait pas. Et quand je m'embrouillais avec ma mère, c'était en mode t'es insolente, je vais te mettre en pension, tu vois, au lieu de dire mais qu'est-ce qui va pas en fait derrière à l'école, tu vois. Et donc voilà. Pas simple, mais là, tu viens de parler d'isolement, t'as mis à l'écart, ce genre de choses. Ouais, mais après, c'est parce que j'étais pas cool. C'était pas par rapport à mon image, c'est juste parce que j'étais dans une bulle où, en fait, je calculais à l'instant T ce qui se passe. C'est-à-dire que non, mais la chose la plus traumatisante que j'ai fait, je suis encore désolée, Margot. Je t'aime. Non, mais c'est vraiment, on était au collège en 5e. Elle me demande d'aller parler à un garçon d'elle, tu vois, parce que j'étais petite. Et bah, résultat, le lendemain, je sortais avec ce garçon-là, tu vois. Genre, j'étais pas gentille, genre. Et je m'en rendais même pas compte. Je me disais qu'elle s'en foutait parce qu'elle m'en avait parlé qu'une fois, tu vois. Et du coup, le lendemain, j'arrive toute contente, je lui raconte et tout. Elle me dit, mais quoi, tu vois. Et du coup, je me suis mis plein de gens à dos parce que je calculais pas du tout ce que je faisais. Tu vois, un peu. Et t'as réussi à lui présenter des excuses? Ah oui, non, mais ça va. Après, le temps est passé. L'eau a coulé sous les ponts. Voilà. Et il y a aussi la question des réseaux sociaux. Comment tu décrirais le climat qu'il y avait autour des réseaux pour toi? Quand je me suis lancée sur les réseaux? Ouais. Bah, en fait, déjà, j'ai mes parents qui étaient très droits là-dessus jusqu'à ce que j'ai l'âge d'être à peu près mature là-dessus. J'avais pas de réseau. Enfin, j'avais les réseaux, mais tout en privé. Je postais rien du tout. J'avais mes copains, etc. Très bulle fermée et j'étais pas, on va dire, la créatrice que je suis aujourd'hui, l'influenceuse, tout ça. J'étais très loin de ça. Je voulais pas du tout faire ça. Et il y a eu le confinement. Du coup, au lieu de mettre une vidéo en privé, je l'ai mise en public sur TikTok, sans faire gaffe. J'ai fait beaucoup de vues. Et du coup, à partir de ce moment-là, mes parents, ils m'ont un peu brainstormé en mode, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Ouais, malheureusement, si. Mais tu vois, ils me mettent une petite bulle en mode, ce que tu fais, ça reste ta bulle, tu vois. Tu n'es pas non plus au service de tout le monde en France. Tu restes dans ta petite bulle, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais attention aux gens, tu parles pas trop de ta vie privée. Et comme ça avance bien. Et ils vérifiaient quand même pas mal ce que je postais. Tu vois, par exemple, jamais j'ai posté des vidéos moi en maillot de bain et tout, jusqu'à mais oulala, tu vois. Jamais. Trop maquillée, je me faisais gronder, tu vois. Donc voilà, et ça, j'ai eu 17 ans. Tu vois, j'avais 17 ans déjà, et puis j'ai eu mes 18 ans, et puis voilà. Et puis, après, t'étais plus libre, mais c'est intéressant. Voilà. Tu regrettes le fait qu'ils aient mis du cadre, comme ça, Non. des limites? En vrai, quand j'étais petite, des fois, ça me saoulait, tu vois, c'est normal, c'est comme tous les enfants. Ils me disaient, mais pourquoi je peux pas poster? Pourquoi j'ai pas Facebook? Tu vois, j'ai eu Facebook à 14 ans, je crois, 13 ou 14 ans, parce que c'était l'âge légal pour l'avoir, tu vois. Et avant, je criais, parce que vu que je suis née le 14 décembre en fin d'année, tous mes copains, ils en parlaient. Et moi, c'était non. Tu vois, t'avais pas, t'attends, t'es sage, exactement. Et donc, j'étais pas contente à ce moment-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment tellement important. Quand tu vois qu'il y a des petits, quand t'es dans des collèges, que tous le cyberharcèlement qu'ils ont, et tout passe par les réseaux sociaux et tout, c'est tellement grave. Et les parents, ils laissent le téléphone trop tôt, c'est pas bien. Et justement, toi, t'as eu une vague quand même de cyberharcèlement. C'est aussi pourquoi tu milites aujourd'hui. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Non, en fait, au tout départ, quand j'ai eu les réseaux, je prenais ça très à cœur, alors qu'aujourd'hui, en vrai, je m'en fous quand on me dit ces commentaires-là, mais au tout départ, quand j'avais encore 17 ans, tu vois, que j'avais mes réseaux, j'avais à peine commencé à faire des petites vidéos, tu vois, que les gens disaient « Arrête, tu perces grâce à ton père ». Je disais « Attendez, doucement. J'ai même pas percé encore, je fais rien du tout. Je gagnais même pas d'argent avec les réseaux, je faisais aucune collab, je faisais juste des trucs dans mon coin avec ma famille. Oui, c'est le confinement, donc oui, la seule personne qu'il y a dans ma famille actuellement, c'est mes parents, et mes parents, je les filme. Donc voilà, c'est tout. Après, c'est vrai que je peux pas retirer le fait que oui, entre guillemets, j'ai percé grâce à mes parents, parce que je pense que si j'avais pas montré mes parents quelque part, j'aurais jamais eu ce que j'ai aujourd'hui sur les réseaux. Et j'aurais jamais pu faire après ma petite voix et mes petites choses et militer pour les choses qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup ça. Tu perds grâce à tes parents. Ensuite, j'étais un peu dans un engrenage nul où du coup, j'ai rencontré des gens des réseaux et en fait, ça te met ça dans une petite bulle aussi de te dire la course aux vues, la course au buzz, parce que ce qui marchait en 2021-2022, c'était le buzz, tu vois. Tu veux faire du buzz et tout. Et donc, en fait, nous, on faisait plein conneries, tu vois. Et on s'en rendait même pas compte qu'en fait, nous, derrière, après, on se faisait défoncer, que la crédibilité de nos propos était zéro après. Et du coup, dès qu'il y a des faux dramas, après, tu te fais vraiment harceler. Mais moi, je me suis pris ma première vague de haine. T'avais quel âge ? Je sais pas, je devais avoir 19 ans. 18, 19 ans. Et puis, il y a vraiment cette idée-là de harcèlement, le fait qu'on se cache derrière des pseudos, enfin, tout ce qu'on entend, le fait que ça s'arrête pas à la porte de l'école aussi. Exactement. Que ça arrive dans ta vie perso, enfin, chez toi, avec ton téléphone. C'est ça le danger pour les plus jeunes, tu vois. Ouais. Et je pense que maintenant, les parents, des fois, ils sont pas armés
du tout, parce qu'ils comprennent pas les réseaux. Ils comprennent pas ce que c'est Snapchat, TikTok, Insta, et ils savent pas les algorithmes. Tu vois, pour eux, c'est que des gens qui connaissent sur les réseaux, alors que pas du tout. Tu vois, ça peut venir de partout. Tu peux te faire attaquer de partout. Et oui, quand des fois tu te fais harceler à l'école, maintenant tu fais grave cyberharceler sur le téléphone. Et les parents, ils voient même pas, tu vois, parce ils comprennent pas les réseaux. Donc, il faudrait faire des cours pour les parents aussi. Comme ça. Alors moi, j'ai fait un épisode de podcast sur le harcèlement avec un psychiatre qui s'appelle Philippe Haïm. Je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que la question du cyberharcèlement, elle est encore un petit peu différente. Alors c'est vrai que là, on est vraiment dans une ère où il y a même des lois qui sont en train de se mettre en place pour éviter les réseaux. Je vois que t'as l'air enchanté. Mais non, je vois bien que c'est pas ironique. C'est que dans le sens où il faut protéger les ados. Moi, j'ai des enfants et j'ai pas du tout envie qu'ils aillent sur les réseaux. WhatsApp aussi, c'est un réseau. On n'en parle pas assez. Ouais, WhatsApp, en fait, chez les jeunes collégiens, souvent on l'utilise pour les groupes, le sport, un peu l'école, garder les liens. Le problème, c'est que des fois, arrivent dans ces groupes des personnes qu'on n'a pas forcément désirées, enfin, qu'on connaît moins. Et ça peut être dangereux. Les premiers vecteurs de harcèlement, c'est WhatsApp. Ah bah ouais. Oh ouais, je savais même pas. Moi, je pensais que WhatsApp, c'est que pour le travail. Et ben, tu vois, j'en apprends tous les jours. C'est comme quoi, je suis plus une ado, ça y est, je suis vraiment une adulte. Je suis devenue une boomer. C'est vrai que ça, c'est pas simple et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser. Il y a aussi des dispositifs, notamment Internet sans crainte. C'est des trucs qui nous disent exactement quelles sont les étapes quand nos jeunes, ils commencent à avoir les premiers téléphones. Il y a des trucs... ça me fait trop de la peine, des fois, je te jure. Et après, des fois, je vois des commentaires et les gens, ils ont 13 ans, tu vois, ils disent mais j'ai pas compris... il s'est passé quoi au Bataclan? Les enfants, vous êtes trop jeunes pour avoir des téléphones. Je vous en supplie, renseignez-vous. Vous voyez les dangers autour de vous. Et même, t'as des images qui circulent qui sont même pas sécurisées. C'est trop grave. Et puis, en ce moment, il y a aussi l'IA. Et je trouve qu'il y a tellement de choses où on a du mal à faire la distinction entre le vrai et le faux. Je trouve que quand on est un peu jeune, un peu immature, on peut vite se faire avoir. Mais les parents aussi, ils se font avoir. Il y a plus de parents qui se font avoir par les IA, je pense. Et toi, ça a été quoi ton premier geste, on va dire, pour te protéger? Qu'est-ce que tu as mis en place pour commencer à te sortir un peu de ces histoires de cyberharcèlement? Ouais, alors au tout départ, quand ça allait encore, je me disais, je m'en fous tout ce que tout le monde pense. Je me disais que c'était un petit groupe de gens, tu vois, et qu'ils n'allaient pas impacter l'amour que j'ai à côté, tu vois. Et en fait, du coup, au début, je répondais à tous les commentaires méchants, je les affichais et tout. Je le fais encore de temps en temps, mais il faut vraiment pas faire ça, d'accord? En fait, ce qui m'énervait, c'est que les personnes, elles écrivent ça en pensant écrire comme si on était juste une image derrière un téléphone ou un petit robot, alors que non, tu vois, on a un cœur derrière. Donc, je voulais répondre. Et là, récemment, du coup, quand j'ai fait, à la suite de The Power, qui est une émission que j'ai faite, je me suis pris plein la tronche. Mais violent, quoi. Pendant 1 mois, j'ai chialé, je voulais pas sortir de chez moi. Et du coup, il y a un moment, en fait, juste couper. Juste supprimer TikTok. Pendant 1 mois, c'était super. C'était génial. Et après, du coup, ça s'est tassé parce que moi, je répondais plus, parce que tu vois, moins j'en parle, mieux c'est. Et en fait, juste, je me suis mise dans ma bulle, j'ai switché et ça allait vraiment mieux, tu vois. C'est vrai que c'est une technique, ça, de couper. Quand ça va vraiment pas, tu coupes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas... Je pense que c'est pas faisable pour toutes les situations, mais des fois, de couper et de fermer un peu, ça évite d'entretenir aussi le truc. Parce que quand on répond, c'est ce qui entretient, c'est ce que recherche l'autre aussi, qu'on montre une certaine fragilité, une colère, de la tristesse. Et ben, ouais. Donc maintenant, je réponds des petits cœurs aux commentaires méchants. Je réponds OK ma vie avec des petits cœurs et tout. Et je me dis, et les faits, ma vie. Et qui a vu justement que tu t'isolais ou que tu disais que tu pleurais pendant 1 mois chez toi? Ouais, qui t'a aidé? Je vis avec mon copain. Et au tout départ, en fait, à la diffusion, quand ça a commencé à craindre pour moi et que les gens étaient pas contents pour moi, j'étais avec ma mère dans le sud. Et ma mère m'engueulait en mode arrête de regarder ça et tout. Je dis maman, je t'en supplie, arrête de m'engueuler, je vais péter un câble, tu vois. Et je me suis embrouillée avec ma mère. Je dis mais laisse-moi tranquille. Genre toi, tu t'en fous peut-être des commentaires méchants. Moi, je m'en fous pas et tu te prends même pas un demi même pas un quart de ce que je me prends là actuellement. Et dit ouais, mais c'est des gens derrière leur téléphone. Je dis ouais, enfin ces gens qui ont un téléphone, ils sont dans la rue, ils sont derrière et genre s'ils commandent des trucs en mode espèce de racisme, je me suis insultée mais de tout, tu vois. Genre il y a des gens qui ont trouvé mon adresse, l'adresse là où travaille mon mec. Là où ma mère promène ses chiens, là où ma mère habite. Genre, j'avais des messages, moi, je vais venir te flinguer. Je t'en wow, tu vois. Et il y a un moment où, tu vois, tu reçois ça, tu fais OK. Et ma mère s'en foutait complètement. Genre, c'était pas la fin du monde. Est-ce que toi, t'as une phrase ou quelque chose que tu te dis à toi-même pour aller mieux ou pour passer des caps comme ça, pour avancer? Alors, moi, je suis pas une personne... je suis très spirituelle avec les autres. Je donne de très bons conseils. Par contre, pour moi-même, je suis extrêmement nulle. Donc, je pleure, en fait.
Et après, ça passe. Pleure un bon coup et ça passe. C'est ça. Je me mets Harry Potter et ça passe. Non. Non, mais c'est vrai. Après, je serais pas. En fait, même à un enfant, tu vois, la seule chose que je pourrais dire, tu vois, ou même aux parents, c'est juste d'en parler, tu vois. Et si les parents, ils sont au courant d'un truc, ils savent pas quoi faire, bah, ils en parlent, en fait. Il faut juste en parler. Parce que si tu te renfermes et que t'es tout seul, c'est dans ces moments-là où, en plus, tu t'exclus des autres. Et si ton enfant, il a un comportement encore plus différent et tu comprends pas pourquoi et tu sais que ça vient pas de l'école, mais cherche. C'est pas de te dire que juste ton enfant, il est bizarre et qu'il a des réactions différentes. Faut chercher, t'as les réseaux, t'as les téléphones. Voilà. Super message aux parents, ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Faut creuser. Faut juste arrêter de se dire, ouais, mon enfant, il est bizarre. Ouais, il a des réactions bizarres. Mais peut-être qu'il lui arrive un truc et qu'il t'en parle pas. C'est vrai qu'on dit souvent que les parents, ils connaissent mieux que n'importe qui leurs enfants. Malgré tout, ça reste des périodes de changement où ils peuvent, s'ils ont envie de cacher un truc. Moi, je le vois chez les jeunes qui ont, par exemple, des troubles du comportement alimentaire, un problème, quel qu'il soit. Si on veut pas le dire à nos parents, on y arrive. Donc, je trouve qu'on protège d'ailleurs souvent nos parents. Ouais, c'est clair. Donc, aller creuser, ou peut-être dire aussi, t'as peut-être pas envie de dire des choses, de me dire des choses, mais par contre. T'as des numéros, par exemple, le 3018. Moi, je parle beaucoup du 0800 235 236, c'est Fil Santé Jeune. 0800 235 236. Ouais. Et c'est un numéro, et en plus, ça existe en chat, et on tombe sur des psychologues, et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais, c'est chouette. C'est des personnes qui sont là pour orienter, essayer de voir s'il y a un réel mal-être. Un peu plus médical, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'est chouette. Et ça, donc, c'est aussi la vision des parents. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un ado qui vit ça aujourd'hui, qui est peut-être un peu esseulé, qui se prend des vannes sur les réseaux ou des choses injustes comme toi, t'as pu vivre? Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? J'allais lui dire qu'au final, tout passe. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est que même quand on croit qu'on est au fin fond du trou et que tout le monde nous déteste et qu'on est seul et qu'avec nos parents, ça va pas, et ben, il y a un jour où ça va. Et le jour où ça va, tu te rends même pas compte qu'en fait, ça va mieux. Et en fait, les choses, elles avancent et tout change. Et tu vois, celui qui te critiquait hier, peut-être que demain, ce sera ton meilleur ami parce qu'il se rendra compte et que même, tu vois, tu peux aller voir la personne qui harcèle. Moi, est-ce que tu te rends compte juste 2 secondes de ce que tu me fais vivre? S'il te rigole au nez, c'est que lui est encore plus perdu que toi, quoi. C'est que le mec, il a pas de cœur et puis tant pis pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, faut essayer de se dire que les choses, elles avancent, que la situation, même si des fois tu peux rien y faire, elle finira par passer. Alors, c'est hyper bizarre ce que je te dis, mais voilà. Trust the process. Mais c'est vrai qu'on a des ressources. Tout le monde a des ressources, que ce soit familial, personnel. Moi, je dis à mes patients, les ressources, tu vas aller chercher peut-être dans une passion, dans ce que tu sais faire. Et forcément, si quelqu'un n'est pas en phase avec toi, si quelqu'un t'agresse, etc., c'est intéressant, c'est courageux, je trouve, d'aller parler à la personne qui a fait du mal. C'est pas toujours possible. Bah, écoute, ça peut faire avancer. Ouais, j'étais allée dans une école pour en parler justement des dangers, etc. Ouais. Et on parlait aussi, du coup, parce qu'en fait, dans une classe, on sait très bien qu'il y en avait 3-4, tu vois, c'était pas une classe tout beau tout rose, parce que voilà, on est en 2026, donc en gros, c'est tous les enfants, c'est un peu... t'as forcément des perturbateurs quelque part, tu vois, tout n'est pas tout beau tout rose, malheureusement. Et du coup, quand j'ai fait cette conférence-là, on s'adressait beaucoup aux harceleurs en lui disant, est-ce que tu te rends compte, toi aussi, de ce que tu fais? Et qu'en fait, toi, tu te décharges peut-être d'un poids que t'as sur les épaules parce que toi, à la maison, ça va pas, mais tu le répertories tu balances ça sur un petit chou qui, en fait, à côté, t'a rien demandé, il t'embête pas, et qu'il soit là ou pas, il changera pas ta vie. Donc, en fait, arrête de tout décharger sur quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, il faut se dire que les gens qui vont pas bien dans leur vie, c'est eux qui te déchargent ce poids-là aussi sur tes épaules quand ça va pas, quoi. Il y a une expression que je dis beaucoup à mes petits patients, c'est « ils ne méritent pas » cette peine que t'accordes, cette colère que t'as. Alors, évidemment, elle est justifiée. C'est normal d'avoir de la tristesse et de la colère quand il y a des choses injustes comme ça qui nous tombent sur la tête. Franchement, c'est normal. Mais par contre, l'autre ne mérite pas, des fois qu'on y accorde autant d'importance. Mais c'est pas facile. Et je trouve que t'as réussi à en faire ton combat. Moi, c'est ce que je trouve très touchant chez toi. Et qu'est-ce que tu gardes, toi, de cette période? Qu'est-ce que t'as laissé derrière toi? Qu'est-ce que ça a changé? Dans tous les cas, il y a très peu de réussite sans échec dans la vie. Si tu y arrives tout le temps, c'est pas fun. Il y a des moments où tu tombes plus bas. Il y a des moments où tout le monde veut te faire tomber plus bas. Et en fait, c'est en créant des nouvelles choses, et en faisant plein de nouvelles choses, et en portant des projets sur mes petites épaules, des petites causes pour moi, comme le cyberharcèlement, tu vois, sur les épaules. C'est en avançant comme ça qu'en fait, on s'en sort au final. Donc, je trouve ça plus chouette comme ça que de se laisser... T'es en train de dire, si je comprends bien, que une expérience, même si elle est négative, elle mérite d'être vécue. Elle mérite d'être vécue parce qu'elle a le mérite après de te donner au moins des petits tips pour avancer, pour faire des choses mieux. Dans les critiques de certains, tu vois, il y a des critiques qui sont bonnes à prendre, mine de rien, sur les réseaux, de ce que je me prends. Tu vois, il y a des gens,
c'est vrai qu'il y a des fois, tu vois, je m'étais pris une vague de t'es pas intéressante. Bon, c'est nul. Et tu vois, en fait, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, c'est vrai que pour eux, je n'étais pas intéressante. Donc en fait, ils sont légitimes à vouloir essayer de lui dire liberté d'expression, même si c'est pas positif, même si c'est méchant. J'essaie de prendre cette petite insulte en me disant, peut-être que je ferai les choses mieux après, et puis basta, quoi. Ça rejoint totalement ce qu'on s'est dit sur le podcast avec Philippe Haïm. C'est que les autres, ils ont vraiment le droit de penser finalement ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous trouver inintéressants, moches, tout ce qu'on veut. Du moment que malheureusement. Non, mais quelque part, nous, si on est aligné avec nous-mêmes, c'est important, c'est le plus important. Après, prenez pas non plus la confiance sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est quand même pas très agréable de se recevoir des insultes à longueur de journée, et vaut mieux essayer de tourner la critique comme quelque chose, une critique constructive finalement, plutôt que juste viser à détruire quelqu'un. En fait, pourquoi vouloir détruire les autres? Autant essayer de les améliorer, quoi. C'est mieux, non? Ça paraît mieux. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu peux me dire si tu as d'autres projets comme ça, en lien avec le cyberharcèlement notamment? Du coup, je sortirai moi aussi mon podcast. Je ne ferai pas de concurrence, c'est promis. Non, voilà, j'ai pour but de sortir mon podcast à moi, pas que axé sur le cyberharcèlement, mais aussi sur un peu toutes les histoires des gens, des personnes qui ont vécu des choses un petit peu bizarres dans leur vie, des chemins de vie différents, un peu originaux, etc. Et voilà. Pour l'instant, c'est mon plus gros projet que j'ai envie de faire pour l'instant. Plus tard, j'aimerais sortir une marque de vêtements éthiques, hyper inclusive, etc. Pour tout le monde, parce qu'on en a marre que Mage, ça s'arrête à la taille 42. Et puis voilà, gros bisous à Mage d'ailleurs. T'es engagée aussi dans le body positive. Oui, j'essaye, parce qu'en fait, on critique beaucoup les gens. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais oui, on critique beaucoup les gens qui s'habillent en fast fashion, tu vois. Sauf que malheureusement, les gens qui font au-dessus d'un taille 42 va trouver des vêtements pour toi. On va dire, oui, mais il y en a plein des marques, oui, mais ça coûte super cher. Et encore, du coup, t'as plein de petites marques qui essaient de se lancer. Je les vois sur les réseaux, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, trop chou, tu vois. Mais c'est pas encore hyper libre, quoi. Ouais. Parce que bon, la moyenne française, c'est pas un taille 40, enfin, c'est pas un taille 38, 40, tu vois. Je crois que c'est 42 ou 44. C'est 42. Ah, voilà. Donc, en fait, il faut que ça arrête de s'arrêter à une taille 42 qui fait un taille 36 en vrai de vrai. Enfin, tu vois. Ouais, et puis c'est une moyenne. Exactement. Donc, il y a moins et plus, quoi. Exactement. Et comme pareil, il n'y a pas assez de sous-taille pour aller en dessous du taille 32, c'est pareil. En tout cas, bravo pour ces combats-là. Est-ce que tu aurais une petite chose à dire encore? Parlez-en, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est très important. Portez les causes qui vous tiennent à cœur, parlez de ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est important de parler Et puis les gens autour de nous, ils nous apportent beaucoup, il faut arrêter d'être très individualiste dans cette société. Les gens nous apportent aussi beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, tout ça, parce que franchement, ça m'aide à faire connaître et à continuer mon travail sereinement. C'est cool. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.